Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera l'épisode 3 du Grand Prix des lectrices L 2023. Cela faisait longtemps que je ne vous avais pas fait de vidéo spécifique sur le Grand Prix des lectrices L et je suis très contente de pouvoir le faire à nouveau. Je vais donc vous présenter la sélection du mois de mars que vous avez juste ici. Allez, c'est parti, on y va. Comme d'habitude, pour ce mois-ci, nous avions 3 livres sélectionnés par le jury du mois de mars. Nous avions donc un livre de non-fiction, un livre de fiction et un roman policier. Je vous propose donc de commencer par le livre de fiction, qui n'est autre que le dernier roman de Lionel Shriver, à savoir Apprendre ou à laisser. Alors, avant de vous parler un petit peu du contenu de ce livre, j'aime beaucoup la couverture, je la trouve hyper sobre, très très sympathique, et puis ce petit verre de vin là, moi je trouve ça très très joli, très classe. Donc, Lionel Shriver, j'ai un historique un petit peu particulier avec cette autrice, puisque j'ai eu l'occasion de découvrir sa plume avec un roman qui s'appelle Double Faute, que je n'avais absolument pas apprécié, je l'avais même abandonné. C'est la raison pour laquelle j'appréhendais beaucoup ma lecture de Apprendre ou à laisser. Il faut savoir que ce livre-là, je pense que c'est celui que je vais avoir sûrement le plus de mal à chroniquer pour ce mois-ci, puisque c'est le livre qui nous a donné le plus de fil à retordre, je pense, au niveau de, de toutes les jurées de ce Grand Prix des lectrices L. On a tout un avis un peu différent sur la question, donc pas évident. Ceci dit, je vous donne tout de même mon avis. J'ai trouvé que Apprendre ou à laisser était un roman surprenant. C'est un roman dans lequel on fait la connaissance de Cyril et Kay, un couple de cinquantenaires qui fait face à la fin de vie de leurs parents. Et les deux protagonistes sont totalement désabusés. Et du coup, Cyril propose un pacte à Kay. Il lui propose de mettre fin à leur jour lorsque Kay fêtera ses 80 ans. Ce postulat de départ-là, il va être décliné en 12 possibilités. Donc vous l'aurez compris, à chaque chapitre, on reprend les deux protagonistes, mais il va y avoir un schéma un peu différent à chaque fois, une fin un peu différente. Donc au début, ce schéma très original m'a un petit peu perturbée, mais après 3-4 chapitres, une fois que j'ai un peu compris le fonctionnement, je l'ai trouvé plutôt intéressant parce qu'il vient... Enfin, la structure si singulière du roman vient complètement servir l'objectif de l'autrice, à savoir de nous présenter une satire de la société sur la fin de vie. Car en effet, c'est bien de cela dont il s'agit. L'autrice met le doigt sur un gros problème de notre société occidentale, la gestion de la vieillesse et de la fin de vie. Ce thème qui pourtant est loin d'être évident, est abordé dans son intégralité par l'autrice. Le vécu des personnes qui vieillissent, les maladies, le corps qui lâche, le fait de se sentir comme un poids pour ses enfants, le coût trop important des institutions médicalisées, clairement tout y passe et c'est un véritable panorama complet que nous propose Lionel Shriver ici. Le ton de l'autrice est acerbe, sa plume est corrosive, parfois même mordante. Cela dessert extrêmement bien la satire qu'elle fait de la société. La touche humoristique de l'autrice apporte également la légèreté nécessaire pour traiter avec finesse un thème très difficile. Les 12 possibilités sont abordées avec le même style. J'ai trouvé que c'était relativement convaincant. Le seul souci à mon sens, c'est que j'aurais bien aimé à un moment donné que l'autrice vienne casser la monotonie de la structure du roman. On a toujours le même schéma et honnêtement, à un moment, ça devient un petit peu long. La lecture est un peu fastidieuse. La fin du roman m'a également laissée dubitative puisque les deux dernières possibilités partent clairement dans un schéma un peu plus science-fiction et en plus de ça, il n'y a pas vraiment de conclusion en fait. L'autrice ne nous donne pas de conclusion sur les 12 possibilités qu'elle met en avant. Et ça m'a laissé un goût un petit peu inachevé. Et c'est un petit peu dommage, j'aurais aimé une conclusion plus clairvoyante pour avoir une véritable fin à ce récit.
Malgré tout, je suis contente d'avoir lu Apprendre ou à laisser parce que ça m'a permis de donner une seconde chance à cette autrice avec qui ça ne l'avait pas fait pour le premier roman que j'avais lu. Et franchement, il aurait été dommage de passer à côté de ce roman. Deuxième livre de cette sélection du mois de mars, il s'agit d'un roman policier et c'est Le Soleil Rouge de l'Assam, écrit par Abir Mukherjee. Encore une très belle découverte pour un roman policier, pour mon plus grand plaisir. Le Soleil Rouge de l'Assam est le 4e tome d'une saga qui est écrite par Abir Mukherjee. Et elle met en scène le capitaine Windham, un Anglais installé en Inde. Dans Le Soleil Rouge de l'Assam, on est en février 1922, le capitaine Windham décide de se rendre dans un ashram pour se désintoxiquer de son addiction à l'opium. Mais l'introspection et la cure qu'il va entamer dans cet ashram vont le ramener dans ses souvenirs à Londres en 1905, lorsqu'une jeune femme qu'il connaissait très bien est assassinée. À l'époque, il faisait ses premiers pas en tant que jeune policier à Scotland Yard et s'est frotté aux dockers et trafiquants de l'est de la ville. Il va vite se rendre compte que cette affaire londonienne peut encore avoir des répercussions en 1922 dans la campagne indienne. Et donc, dans cette enquête, on a le passé et le présent qui s'entremêlent avec une jolie double temporalité qui est très bien amenée. Cette enquête a la particularité d'avoir un rythme décousu très singulier qui fonctionne extrêmement bien. Les passages qui se déroulent en 1922 sont des passages qui sont assez lents globalement. On suit l'introspection du personnage principal, c'est très lent. À côté de ça, l'histoire qui se passe en 1905, elle est beaucoup plus rapide, avec un rythme beaucoup plus effréné. Je dirais même plus avec un rythme addictif presque. Et finalement, au milieu du roman, le rythme il évolue soudainement et l'enquête indienne en 1922 prend un tournant totalement inattendu. Et ce n'est clairement pas pour nous déplaire. Et la deuxième partie de ce roman policier est complètement addictive. Moi, je ne voulais plus le lâcher. Les personnages de cette enquête sont très intéressants. Le capitaine Windham est un protagoniste très mystérieux. Et étant donné que je n'avais pas lu les 3 tomes précédents, j'étais encore plus curieuse d'en savoir un peu plus sur lui. Le sergent Banerjee qui intervient à la deuxième moitié du roman est un enquêteur indien qui seconde le capitaine Windham sur ses enquêtes. Bon, ça c'est ce que j'ai compris à la lecture du roman parce que visiblement le sergent Banerjee intervient également dans les 3 précédents tomes. Là encore, j'ai trouvé que c'était un personnage très intéressant et le duo que forment le capitaine Windham et le sergent Banerjee est un duo mordant, plein de ressources et je pense que c'est extrêmement intéressant d'en savoir un peu plus sur ces 2 personnages. Ce que j'ai également apprécié, c'est la vision de l'Inde que nous dépeint l'auteur dans ce roman. Toute l'enquête qui se déroule dans ce pays est très loin, très éloignée des clichés que l'on peut avoir sur l'Inde coloniale en règle générale dans la littérature et ça c'est vraiment appréciable. L'auteur aborde des thématiques un petit peu différentes, il aborde notamment la thématique de la peur de l'étranger et j'ai trouvé que aborder cette thématique dans une enquête en plein milieu de l'Inde des années 1920, c'est plutôt original et plutôt bien fait. Vous l'aurez compris, Le Soleil Rouge de l'Assam est un roman policier réussi avec un rythme très bien, enfin très surprenant finalement et extrêmement bien ficelé, enfin une enquête très bien ficelée. Je lirai avec grand plaisir les précédents tomes et potentiellement les prochains s'il y en a d'autres. Dernier livre de cette sélection du mois de mars, il s'agit du livre de non-fiction et en l'occurrence c'est une biographie qui a été sélectionnée par les jurés du mois de mars. C'est donc avec beaucoup de curiosité que je me suis plongée dans la biographie de Gayatri Devi écrite par Jean-Noël Liot. Autant être entièrement transparente avec vous, je n'avais jamais entendu parler de cette femme, c'était donc pour moi une véritable découverte. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais quand même vous montrer parce que si vous ne connaissez pas cette femme, Gayatri Devi, sachez que vous avez quand même quelques photos à la fin. Je vais essayer de vous montrer un peu, mais vous avez des photos de Gayatri Devi et de sa famille. Voilà.
vous montre. Ce sont des photos en noir et blanc, donc je trouve que c'est toujours très sympa. Voilà. Gayatri Devi, plus communément appelée Ayesha, a eu un destin hors du commun. Très tôt, l'auteur la décrit comme une fillette qui sait ce qu'elle veut, qui est sûre d'elle et qui ne se laisse absolument pas marcher sur les pieds. Et on devine tout de suite qu'elle deviendra une femme avec un fort caractère et un destin particulier. C'est d'ailleurs très probablement ce caractère-là qui va lui permettre de défendre avec tant d'ardeur les différentes causes qui lui tiennent à cœur, puisqu'elle va défendre tout au long de sa vie les femmes, les enfants, les animaux. Elle va avoir pas mal de causes importantes. Au sein de cette biographie, on suit la vie d'Ayesha avec beaucoup d'attention. Elle devient une jeune femme accomplie et elle tombe très vite amoureuse de Jay. Jay, c'est le Maharaja de Jaipur. Donc un Maharaja, c'est l'équivalent d'un roi dans une province indienne. Donc là, pour le coup, c'est la province de Jaipur. Et elle va devoir se plier aux règles indiennes. Et après une longue attente et de très longues discussions sans fin avec sa mère qui ne veut pas qu'elle l'épouse, elle finit par devenir la 3e épouse du Maharaja de Jaipur. Effectivement, on est sur une Inde assez polygame. Contrairement à ce que l'on pense, le statut d'épouse de Maharaja ne va absolument pas lui servir et lui faciliter la vie. On s'attend à ce qu'elle reste dans l'ombre, qu'elle soit invisible, et ce n'est absolument pas ce que souhaite Ayesha. Elle va défendre, comme je vous disais, plusieurs causes, elle va se lancer dans la politique, elle s'oppose farouchement à Nehru et Indira Gandhi, elle rencontre des personnalités célèbres comme les Kennedy, la famille royale anglaise, et elle finit par devenir un des piliers de la vie indienne, la vie publique indienne. Cette biographie m'a beaucoup intéressée puisque je ne connaissais rien à ce personnage public. Jean-Noël Liot décrit avec beaucoup de précision l'histoire de cette femme. Son histoire incroyable et la plume romanesque de l'auteur font que j'ai eu l'impression de me retrouver dans un vrai roman d'aventure finalement. C'est incroyable tout ce qui lui arrive dans cette biographie. Dans sa vie, en fait, il lui arrivait tellement de choses que c'est vraiment incroyable. C'est une biographie qui se lit avec une facilité déconcertante et je me suis surprise à lire ce livre, pardon, parce que c'est pas un roman, encore une fois, c'est une biographie. Cette biographie très rapidement. Quelques points m'ont tout de même un petit peu dérangée. La première chose qui m'a dérangée, c'est que on se rend compte dans certains passages que l'auteur fait pas mal de récapitulatifs de ce qui a déjà été écrit sur cette femme. Bon, visiblement, c'est une femme très célèbre, on a beaucoup écrit sur elle, elle-même a écrit ses propres mémoires, et donc l'auteur parfois fait un condensé un peu de tout ce qui a déjà été écrit. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que j'ai l'impression que ça n'apporte pas grand-chose par rapport à ce qui a déjà été fait. En plus de ça, le second point qui m'a particulièrement dérangée, c'est que Gayatri Devi était une femme très très belle, et ça, bien sûr, tout le monde le dit, mais dans cette biographie, on insiste énormément sur ce point, et parfois on fait des conclusions sur des faits qui m'ont semblé un peu trop exagérés. On lui prête des rivales qui ne pouvaient pas l'encadrer parce qu'elle était trop belle ou ce genre de choses. Et je trouve que les conclusions sont un peu trop hâtives à mon goût. Voilà, j'ai trouvé ça un peu facile parfois. Mais malgré ces deux petits points qui m'ont un petit peu dérangée, mais qui n'ont pourtant pas non plus entaché ma lecture, faut pas exagérer. La princesse insoumise m'a permis de passer un très bon moment de lecture et d'en savoir plus sur le destin exceptionnel de cette femme. Et ça m'a également permis de me plonger dans le décor somptueux des Maharajas et des grandes familles indiennes que je ne connaissais pas plus que ça. Comme vous pouvez le voir, on est sur une sélection du mois de mars qui m'a bien plu. Je pense que le livre que j'ai préféré parmi les trois, ça reste quand même Le Soleil rouge de l'Assam, le roman policier que j'ai beaucoup apprécié. Mais je pense que d'ailleurs depuis le début de l'aventure du Grand Prix des Lectrices L, les romans policiers qui sont sélectionnés sont très 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 bons. Donc voilà, je pense que celui-ci, c'est celui qui a mon coup de cœur pour le mois en tout cas. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ces trois livres.
N'hésitez pas si ce sont des livres que vous avez déjà lus à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous ferai un épisode 4 du Grand Prix des lectrices L avec la sélection du mois d'avril qui pour le coup m'intéresse énormément. Alors pour l'instant j'ai juste commencé le premier donc je peux pas vous en dire plus mais cette sélection franchement je la trouve très sympa donc j'ai hâte de pouvoir vous en parler et d'en discuter avec vous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Les carnets de lecture vont très bientôt reprendre. Et en attendant, je vous souhaite des très belles lectures et une belle semaine. Allez, ciao!